Donc, le chapitre 1. Alors, bon, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une introduction à la théorie des probabilités. Alors, le plan de ce cours a été fixé comme suit. Donc, j'ai commencé avec une petite introduction sur l'historique de la probabilité, la théorie des probabilités. Par la suite, un concept très important en théorie de probabilité, c'est les expériences aléatoires. On va voir qu'est-ce qu'est une expérience aléatoire, c'est quoi un résultat, un ensemble fondamental, l'ensemble de tous les résultats possibles, etc. Par la suite, il y a un volet qui est très, très, très important aussi, qui est l'analyse combinatoire. Et ce sont des formules qui nous aident à calculer surtout des probabilités. Et le dernier thème, c'est le calcul des probabilités. Lorsqu'on a un événement ou un résultat, comment calculer les probabilités de cet événement ou ce résultat. D'accord? Alors, donc ça, c'est un peu d'histoire. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, la théorie de probabilité, c'est une science qui a pour but, c'est d'étudier les expériences aléatoires. Donc, là où il y a l'incertitude, on utilise des probabilités. Hein. Donc, l'idée, c'est que intuitivement, une probabilité, c'est une fréquence relative. Ça veut dire quoi, une fréquence relative? Ça veut dire si dans un échantillon de 100 personnes, par exemple, on a identifié 10 malades, donc le pourcentage que je sélectionne une personne, c'est 100. La probabilité que cette personne tombe malade ou soit malade, c'est 10 sur 100. Donc, c'est une fréquence relative. C'est 10 sur 100. C'est une fréquence relative. Donc, j'ai donné ici un exemple historique sur une pièce de monnaie. Lorsque je lance une pièce de monnaie, que je ne connais pas si elle est parfaite ou non, lorsque je la lance plusieurs fois, hein, donc on compte le nombre de fois qu'elle tombe sur le côté pile, sur le nombre total de fois de lancer, et on aura la probabilité d'obtenir pile ou face. Donc, l'idée intuitive d'une probabilité, c'est une fréquence relative, le nombre de fois que l'événement se réalise, divisé par le nombre de fois que je répète l'expérience. Alors, l'expérience aléatoire, c'est quoi une expérience aléatoire? Alors, toujours en théorie de probabilité, hein, donc une expérience est dite aléatoire si elle vérifie les trois conditions. La première condition, c'est que je ne peux pas prévoir avec certitude hein, que je veux obtenir un résultat très particulier. Par exemple, je lance une pièce de monnaie, je ne peux pas dire avant de lancer que je vais obtenir sûrement pile. Hein. Par contre, je peux dire tous les résultats possibles, hein, c'est la deuxième condition. Je peux prédire tous les résultats possibles avant de faire l'expérience. C'est-à-dire, avant de lancer une pièce de monnaie, je peux dire que je vais obtenir soit pile ou face. D'accord? Et bien sûr, la troisième condition, on suppose qu'on peut reprendre ou reproduire cette expérience dans les mêmes conditions plusieurs fois. Alors, un résultat, c'est tout ce qu'on observe suite à une expérience. Donc, si j'ai donné quelques exemples, lorsque je lance une pièce de monnaie, un résultat possible, c'est d'obtenir pile, par exemple. Lorsque j'observe dans un lot de pièces, dans un contrôle de qualité, le nombre de pièces défectueuses dans le lot de pièces, possible, c'est que j'observe, par exemple, 2 pièces ou 3 pièces, etc. D'accord? Donc, tout ce qu'on observe suite à une expérience aléatoire s'appelle un résultat. Alors, maintenant, l'ensemble de tous les résultats possibles suite à une expérience aléatoire, on appelle ça l'ensemble fondamental que l'on note généralement par oméga. Hein. Et j'ai donné ici quelques exemples. Lorsque je lance un dé une seule fois, donc l'ensemble fondamental, c'est de 1 à 6, etc. Est-ce que c'est OK tout le monde? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, monsieur. Oui, tout à fait. Oui, monsieur. OK. Pas de questions jusqu'à maintenant. OK. C'est clair, en fait, c'est clair. C'est clair. OK. Alors, maintenant, ici, je voulais un peu discuter avec vous les types d'ensembles fondamentaux. Hein. Il y a combien de types d'ensembles fondamentaux? Alors, généralement, il y a 2 types d'ensembles fondamentaux. Il y a un ensemble fondamental qu'on appelle discret et un ensemble fondamental qu'on appelle continu. Hein. Ça veut dire quoi un ensemble fondamental discret? Hein. Ça veut dire qu'il est dénombrable, soit qu'il est fini, ou infini dénombrable. Alors ici, je veux m'attarder un petit peu
Lorsqu'il est fini, c'est clair. Hein. Par exemple, je prends un ensemble fondamental fini, je lance une pièce, un dé. Alors, l'ensemble fondamental pour cette expérience aléatoire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, il est fini. Donc, c'est un ensemble fondamental qui est discret. D'accord? Mais il existe aussi un autre type d'ensemble fondamental discret, mais il contient un nombre infini de résultats, mais il reste toujours dénombrable. La quête dénombrable ou non dénombrable, c'est très simple. Pour mieux la capter, entre deux ensembles qui sont secondaires, l'ensemble grand N des entiers naturels et l'ensemble des réels grand R. Les deux ensembles, est-ce qu'ils sont les deux infinis? Est-ce que tout le monde est d'accord que l'ensemble N des entiers naturels et l'ensemble R des réels, ce sont deux ensembles qui sont infinis? Oui. Oui. Sauf que le premier, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels, il est dénombrable. Ça veut dire quoi dénombrable? Si je prends un intervalle de N, je peux énumérer tous les entiers possibles. Par exemple, je prends l'intervalle 0,10. Est-ce que je peux énumérer tous les entiers dans l'intervalle 0,10? Oui. Oui, c'est normal. Facilement. Alors que le R, bien qu'il est infini, mais il est non dénombrable. Pourquoi? Je vais faire le même raisonnement qu'avec le N. Si je prends même pas un intervalle entre 0 et 10, mais je vais prendre juste un intervalle entre 0 et 1. Est-ce que je peux tous les réels possibles entre 0 et 1? Non. Il y a une infinité de nombres. Donc, ici, l'ensemble R, c'est un ensemble infini non dénombrable. Alors que l'ensemble N, il est infini, mais il reste toujours dénombrable. C'est ça la différence entre infini non dénombrable et infini dénombrable. D'ailleurs, juste diapositive après, j'ai donné quelques exemples d'expériences aléatoires qui conduisent à chacun de ces types d'ensembles fondamentaux. Par exemple, pour un ensemble fondamental fini, discret fini, lancer un dé une seule fois. Donc, automatiquement, j'aurai un ensemble fondamental qui est fini. Donc, il y a combien de résultats? Il y en a 6. D'accord? Maintenant, prenons un exemple d'ensemble fondamental infini, mais il reste toujours dénombrable, c'est-à-dire discret. Hein? Alors, je tire au hasard des pièces dans un lot et j'observe le nombre de tirages nécessaires pour obtenir la première pièce défectueuse. Alors, qu'est-ce qu'on suppose ici? On suppose que le lot contient au moins une pièce défectueuse et que le tirage s'effectue avec remise. Alors, tirage avec remise, ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque fois, je tire une pièce du lot, j'observe si elle est bonne ou défectueuse, par la suite, je la remets dans le lot. Ici, ça revient à dire, c'est comme j'ai un lot infini de pièces. Je peux rester toute ma vie à tirer des pièces de ce lot, si à chaque fois, je remets la pièce. Donc, tirage avec remise, ça veut dire qu'ils sont comme j'ai un lot infini de pièces. Donc ici, qu'est-ce qui m'intéresse dans cette expérience aléatoire? Ce qui m'intéresse dans cette expérience aléatoire, c'est de noter le nombre de tirages nécessaires pour tomber sur la première pièce défectueuse. Bien sûr, ici, je fais une première supposition que dans le lot, il y a au moins une pièce défectueuse. Sinon, je vais rester toute ma vie à tirer des pièces sans tomber sur une pièce défectueuse, si le lot est bon. D'accord? Donc, avec ces deux suppositions, c'est quoi l'ensemble fondamental? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis très chanceux et dès le premier tirage, je suis tombé sur une pièce défectueuse. Donc, le nombre de tirages nécessaires pour obtenir une pièce défectueuse, c'est 1. 2, ça veut dire quoi? Au premier tirage, j'ai tiré une bonne pièce, d'accord? Mais au deuxième tirage, j'ai tiré une pièce défectueuse. Donc, il m'a fallu 2 tirages pour obtenir la pièce défectueuse. Alors ici, l'ensemble oméga, c'est 1, 2, 3, c'est le nombre de tirages nécessaires pour obtenir une première pièce défectueuse. Est-ce que je peux m'arrêter à 100, par exemple, ici? Est-ce que je peux Oui. dire 1 à 100? Est-ce que je suis sûr que il me faut exactement 100 tirages pour tomber sur la première pièce défectueuse? Non. 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 Donc ici, je ne peux pas m'arrêter. Si vous regardez l'ensemble fondamental oméga, c'est exactement l'ensemble N
étoile, c'est-à-dire n privé de l'entier 0. Donc, c'est un ensemble fondamental, infini, mais on a vu tout à l'heure, dénombrable, puisque l'ensemble est un ensemble infini dénombrable. D'accord? Donc, voici un deuxième exemple, un exemple de expérience aléatoire qui nous amène à un ensemble infini, mais il reste toujours dénombrable. Alors, regardons le troisième cas, c'est un ensemble fondamental infini non dénombrable, c'est-à-dire regardons une expérience aléatoire qui nous amène à un ensemble infini non dénombrable. C'est très simple, il suffit de mesurer un caractère qui est continu. Par exemple, ici, notez le temps d'attente devant un distributeur automatique de billets. Alors, j'attends devant un distributeur, je vais noter le temps d'attente que chaque client attend avant d'être servi par le distributeur. Bon, ici, j'ai mis entre 0 et 5 minutes. Mais on peut mettre entre 0 et 10 ou 0 et 15 minutes pour les guichets qui sont très achalandés, d'accord? Mais entre 0 et 5 minutes. Donc ici, on parle, c'est quoi l'axe ici? C'est l'axe du temps. Est-ce que l'axe du temps, c'est un axe continu ou discret? Continue. Continu. Donc c'est comme j'ai un intervalle entre 0 et 5 dans l'ensemble des réels, et je vous demande, il y a combien de réels possibles qui se trouvent entre 0 et 5? Donc il y a une infinité de réels, et non seulement infinité de réels, ils sont non dénombrables. Je ne peux pas les énumérer un par un. Avec ce matin, non dénombrable. C'est-à-dire que je ne peux pas les énumérer. D'accord? Donc, voici un autre exemple d'expérience aléatoire qui nous amène à un ensemble fondamental infini, non dénombrable. Excellent. Bien. Alors, maintenant, c'est la notion d'événement. Alors, on a vu qu'un événement, c'est un sous-ensemble de l'ensemble fondamental. Généralement, bon, je ne l'ai pas dit ici, mais généralement, les événements sont toujours notés par des lettres majuscules. Alors, on dit qu'un événement se réalise si et seulement si l'expérience aléatoire nous donne un résultat qui appartient à cet événement. Ça veut dire quoi ici? Par exemple, si je lance un dé. Alors, l'ensemble fondamental, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je définis un événement, qui bien sûr qui est relatif à cette expérience aléatoire. Alors, obtenir un nombre pair. Alors, obtenir un nombre pair, c'est un événement de l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé une seule fois. Alors, lorsque je lance la pièce de monnaie et j'obtiens, par exemple, je lance le dé et j'obtiens le 2, est-ce que je peux dire que l'événement A, allez obtenir un nombre pair, c'est réalisé? Oui. Pourquoi? Car l'expérience aléatoire nous a donné un résultat qui appartient à l'événement A. C'est quoi l'événement A? C'est tout simplement, c'est obtenir un nombre pair. Donc, si je veux regarder tous les résultats de l'événement A, c'est quoi? C'est 2, 4 et 6. Tous les nombres pairs qui appartiennent, bien sûr, à oméga. D'accord? Alors, on dit qu'un événement A est élémentaire, c'est un événement qui contient un seul résultat. Un événement composé qui contient au moins 2 résultats. L'événement impossible, généralement, on le note par l'ensemble vide, c'est l'événement qui ne se réalise jamais. Alors, on peut donner des exemples ici, plein d'exemples. Le fait de lancer un dé et je définis l'événement obtenir un chiffre supérieur à 7, c'est un événement impossible. Alors, vous pouvez rester toute ta vie à lancer un dé. Bien sûr, ici, on suppose que le dé il est numéroté de 1 à 6. Donc, on peut rester toute nos vies à lancer un dé et on ne va jamais obtenir un nombre qui est supérieur au chiffre 7. Et l'événement certain, c'est tout à fait l'inverse. C'est l'événement qui se réalise toujours. C'est-à-dire, quel que soit qu'est-ce que vous faites dans l'expérience aléatoire, toujours cet événement se réalise. Par exemple, lancer une pièce de monnaie, obtenir pile ou face. Obtenir pile ou face, c'est l'événement certain. Alors, lorsque vous lancez une pièce de monnaie, c'est les 2 seuls résultats que vous allez obtenir. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Excellent, excellent. Donc, j'ai donné ici quelques exemples d'événements certains élémentaires et opérations sur les événements. Alors, c'est quoi les opérations sur les événements? Alors,
opération, si je me rappelle bien, oui. L'union, l'intersection, la différence et la complémentarité. D'accord? Alors, puisque un événement, c'est un sous-ensemble. Donc, les opérations qu'on a vues il y a quelques années sur la théorie des ensembles, hein, elle est encore valide sur les événements, puisque un événement, c'est en fin de compte, c'est quoi? C'est un sous-ensemble de l'ensemble oméga. Hein. Donc, je peux faire la réunion entre deux événements, puisque je peux faire la réunion entre deux sous-ensembles. Donc, l'événement, ce que j'appelle l'événement A union B, cet événement, le nouveau événement A union B se réalise, si seulement si, lorsque A se réalise, ou B se réalise, ou les deux se réalisent en même temps. D'accord? Intersection maintenant. A inter B. Donc, l'événement A inter B, il se réalise uniquement lorsque les deux événements se réalisent en même temps. D'accord? La différence, lorsque je mets l'événement A, moins l'événement se réalise, moins l'événement B se réalise, uniquement lorsque le A se réalise, mais pas le B. D'accord? Et je termine par la complémentarité. Les complémentaires de A, généralement, on le note par A bar. L'événement A bar se réalise, le A ne se réalise pas, tout simplement. Le A ne se réalise pas automatiquement, hein, on a le A bar. Alors, j'ai essayé de illustrer graphiquement ces graphiques avec ce qu'on appelle, peut-être je n'ai pas dit le nom ici, ce qu'on appelle le diagramme de Venn. Les graphiques que vous voyez ici, hein, on appelle ça les diagrammes de Venn, V-E-2-N. D'accord? Alors, j'ai essayé d'illustrer ça graphiquement pour mieux comprendre visuellement ces opérations. Alors, j'ai ici deux ensembles ou deux événements A et B. Donc, la réunion, c'est la partie assurée ici. Donc, soit A se réalise, B se réalise, ou les deux se réalisent. Dans les trois cas, A union B se réalise. D'accord? Maintenant, A inter B, se réalise uniquement lorsque le A et le B se réalisent les deux en même temps. D'accord? Alors, je passe à la différence. Alors, j'ai A moins B, ça veut dire quoi? Hein? J'enlève de A la partie qui se trouve dans B. Hein? Donc, c'est A moins B. Maintenant, le A bar, on a le A bar se réalise, le A ne se réalise pas. Donc, tout ça c'est oméga et tout ça, c'est A. Donc, j'enlève le A. Qu'est-ce qu'il me reste? Oméga sauf le A. Le oméga sauf le A, c'est le A bar. Est-ce que c'est clair? Oui. Excellent. Oui. Alors, quelques propriétés. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, juste une question. Est-ce que c'est vrai A plus A complémentaire, c'est-à-dire A bar égale 1 ou bien non? كيفاش؟ A plus A complémentaire, يعني A plus A complémentaire égale 1. Excellent. باش نجاوبك. A, c'est un sous-ensemble. D'accord? Ou l'A bar, c'est un sous-ensemble. Donc, l'opération plus, ماهيش موجودة. تحكي peut-être la probabilité de A plus la probabilité de A bar est égale à 1. هتنجيوها من بعد هذيك. D'accord? Donc, لنا نحكي مازال ما نحكيش على probabilité لنا. نحكي juste على les ensembles, على les événements. قلنا les événements, ce sont des sous-ensembles. معناتها des ensembles. Alors, حبيت تقول انت لنا؟ حبيت تقول اللي A union A bar égale à oméga. صحيح. وقت اللي نعمل A نعملها union A bar, je retrouve tout le oméga نتاعي. Ça, c'est vrai. يعني نحكي على الشمال الرابع. Oui, c'est vrai. D'accord? Donc, خاطر لنا مازال ما نحكيش على probabilité. Donc, لنا en théorie des sous-ensembles ou des ensembles, à chaque fois que je prends un événement ou نعمل l'union نتاع الcomplémentaire نتاعو, automatiquement c'est oméga. Quel que soit cet événement, A, B, C, أي واحد. Je prends n'importe quel événement, la réunion avec le complémentaire نتاعو. ناخذ l'événement A, union A bar, ou la B, union B bar, ou la C, union C bar. C'est le oméga. C'est toujours l'ensemble fondamental. D'accord? D'ailleurs, c'est la première propriété. Soit A, un événement de oméga, j'ai pris un événement quelconque, mais il y a une particularité ici. Hein. Alors, donc, lorsque je fais A union A bar, c'est oméga.
Si je prends un autre événement C, union C bar, c'est toujours oméga. Alors, la deuxième propriété, il y a l'axe qui nomme A inter A bar. C'est toujours l'ensemble vide. Allez, je suis en train de chercher des éléments en commun entre deux événements qui sont contradictoires. Donc, ils n'ont aucun élément en commun. C'est normal. Est-ce que c'est clair? Oui, Oui, c'est c'est bon. clair. La propriété numéro 3 maintenant. Lorsque je fais A inter oméga. Hein? Alors, si je prends ici, par exemple, le A, il y a A, qui est l'intersection de oméga. C'est A. D'accord? Donc, A inter oméga, hein, je retrouve le A. Maintenant, A union oméga, c'est toujours oméga. A union le vide, A orthonésie ou un événement vide, ça reste toujours le A. Et bien sûr, A inter le vide, puisque dans le vide, il n'y a aucun élément. Donc, je ne peux pas trouver des éléments en commun entre A et le vide. Donc, A inter le vide, c'est le vide. Ce sont des propriétés, peut-être pour certains d'entre vous, elles sont évidentes, mais je voulais bien les reprendre avec vous. Alors, il y a les deux règles de Morgan, hein, ce qu'on appelle les règles de Morgan, soit A et B, deux événements de oméga. Alors, le bar sur A union B, voyez A bar, le bar en l'union, c'est l'intersection. Donc, voyez A bar inter B bar. D'accord? Maintenant, la deuxième règle, il y a A inter B, le tout bar, je dois dire A bar, union B bar. Donc ici, Mourad à l'histoire, et c'est quoi? Il y a la complémentaire ou l'opération complémentaire de l'union, c'est l'intersection, et l'opération complémentaire de l'intersection, c'est la réunion. D'accord? Alors, un système complet d'événements. Alors ici, je vais essayer d'expliquer ça tout à l'heure avec un graphique. Alors, c'est quoi un système complet d'événements? Alors, je prends un certain nombre d'événements qui toujours appartiennent au même ensemble fondamental. On dit que cet ensemble d'événements forme un système complet d'événements. Dans certains livres, vous allez trouver le système complet d'événements, je coule une partition. Mais c'est le même concept, on parle du même concept. Donc, dans certains livres, il s'appelle le système complet d'événements. Dans d'autres livres, il s'appelle une partition. Alors, on dit que A1, A2, un ensemble d'événements forme une partition, on la forme un système complet d'événements, si cet ensemble d'événements vérifie les deux conditions suivantes. Je trouve les deux conditions. Il y a n'importe quels deux événements, mais les N événements, on a une intersection, toujours je trouve le vide. Manette, il n'y a aucun chevauchement entre ces événements. La deuxième condition, lorsque je fais la réunion de tous les événements de cet ensemble, je retrouve l'ensemble fondamental oméga. Alors, je vais passer directement au graphique ici. Vous allez mieux comprendre. J'ai mis ici illustration de graphique d'un système complet d'événements. Alors, ça, c'est le oméga. C'est mon diagramme, ce qu'on appelle le diagramme de Venn. J'ai pris un oméga et j'ai pris trois événements A1, A2, A3. Alors, je vais vérifier, est-ce que A1, A2, A3 forment un système complet d'événements, voilà, une partition de oméga. Alors, il suffit de vérifier les deux conditions que je viens de présenter. Alors, c'est la première condition. Si vous prenez n'importe quel deux événements et vous faites l'intersection, il faut toujours trouver le vide. Alors, essayons de vérifier. A1 inter A2, il n'y a aucun chevauchement, c'est le vide. A1 inter A3, c'est le vide. Et A2 inter A3, c'est le vide. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. Oui, c'est clair, bien sûr. Maintenant, la première condition est vérifiée. Il nous reste à vérifier la deuxième condition. C'est quoi la deuxième condition? Si je fais la réunion de ces trois événements, je dois retrouver tout le oméga sans manquer un morceau. A1 union A2 union A3. Donc A1 union A2 union A3. Est-ce que je retrouve tout le oméga? Oui, je retrouve tout le oméga. Donc je peux dire ici, et je peux confirmer que l'ensemble des événements A1, A2, A3 forment un système complet d'événements, voilà, forme une partition
de oméga. Est-ce que c'est clair? Ben, alors, maintenant, définition d'événements incompatibles. Alors, ça veut dire quoi? Deux événements incompatibles. Alors, A et B, deux événements, bien sûr, relatifs à la même expérience aléatoire, donc relatifs à au même ensemble fondamental. On dit que A et B sont incompatibles s'ils ne peuvent jamais se réaliser en même temps. Ça veut dire quoi? Ils n'ont aucun résultat en commun. Mathématiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque je fais A, puisque les événements, c'est des sous-ensembles. Je fais A inter B égale le vide. Il n'y a aucun résultat en commun entre ces deux événements. Ça veut dire qu'ils ne peuvent jamais se réaliser en même temps. Alors, j'ai donné un exemple ici, soit l'expérience aléatoire qui consiste à lancer un dé non truqué à 6 faces. Donc, l'ensemble oméga ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je définis les deux événements A et B. A, obtenir un nombre pair. B, obtenir un nombre impair. Alors, obtenir un nombre pair, donc A, il contient les résultats de 4, 6. Toujours A, il est inclus dans oméga. Donc, on va chercher dans les 6 résultats de oméga, quels sont les nombres pairs. Donc, c'est 2, 4. Donc, c'est 2, 4 et 6. Ça, c'est l'ensemble A. Ça, c'est la définition textuelle de A, obtenir un nombre pair. Ça, c'est la définition ensembliste de A. B, c'est la même chose. Ça, c'est la définition au langage français, textuel. Et ça, c'est la définition ensembliste, c'est-à-dire selon la théorie des ensembles de B. Donc, lorsque je fais A inter B, il n'y a aucun élément en commun. Donc, je peux dire que ces deux événements sont incompatibles. Et c'est tout à fait normal. Lorsque je lance une pièce de monnaie, lorsque je lance un dé, je ne peux pas obtenir en même temps un nombre qui soit pair et impair, les deux à la fois. Donc, soit j'obtiens un nombre pair, soit j'obtiens un nombre impair. C'est pourquoi les deux événements A et B sont incompatibles. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? Non? Non, tout est clair. Non, c'est clair. Non, ça va. C'est bon, est-ce que c'est clair ou est-ce qu'il y a des concepts qui sont encore flous? Non, ça va. Clair Non, va? Clair, mais pour le moment. Tout est clair. Excellent. Excellent. Ben, alors, bon, alors, j'ai hésité beaucoup avant de introduire cette partie dans le cours. Il y a ce qu'on appelle l'analyse combinatoire. Elle est plus ou moins délicate pour un certain, pas mal de personnes. Alors, mais j'ai essayé de simplifier cette partie le maximum possible. Alors, j'ai essayé de reprendre uniquement les formules les plus utilisées et les formules les plus simples, puisqu'ici, je suppose que toujours, il n'y a pas de répétition. Alors, tout d'abord, pour aborder cette partie d'analyse combinatoire, alors, j'ai commencé par la notion de disposition. C'est quoi une disposition? Une disposition, c'est tout simplement, c'est une collection d'éléments. Alors, une disposition peut être ordonnée ou non, et peut-être avec ou sans répétition. Je parlais d'une disposition ordonnée ou non. J'ai donné la définition ici. Alors, deux dispositions sont ordonnées si les deux dispositions qui contiennent les mêmes éléments, mais qui sont considérées comme différentes lorsque je place ces éléments dans un ordre différent. Ça veut dire quoi ici? Un exemple typique de disposition ordonnée, c'est les mots. Les mots en langage, par exemple, français. Je vais utiliser les 3 lettres ABC, mais dans un ordre différent. Par exemple, le mot CAB, CAB, et le mot bac, ces deux mots utilisent les mêmes lettres, A, B, C. Mais ces lettres sont placées dans un ordre différent dans ces deux mots. Est-ce que ces deux mots sont identiques? Non? non, ils sont différents. Ils sont différents. Donc, les mots, ce sont un exemple typique de disposition ordonnée.
Ça, l'ensemble L ou l'ensemble R. Le zoo, c'est infini, mais il est non dénombrable. Il est dénombrable, non dénombrable. Ici, c'est la même chose. Une disposition ordonnée, dis-moi, c'est les mots. Les mots, ce sont des dispositions ordonnées. Allez, je peux utiliser les mêmes lettres, donc deux mots, mais le fait de les placer dans un ordre différent, j'aurai deux mots différents. D'accord? Maintenant, les dispositions qui ne sont pas ordonnées, c'est tout à fait l'inverse. Hein? Je m'arrête. Alors, deux dispositions qui contiennent les mêmes éléments sont considérées comme identiques, quel que soit l'ordre dans lequel je place leur élément. Un exemple typique de disposition non ordonnée. Dans la théorie des ensembles, qui n'est l'ensemble 1, 2, 3. Voilà, l'ensemble 2, 3, 1, est-ce que c'est le même ensemble ou ce sont deux ensembles différents? La théorie des ensembles. Le même ensemble. Donc, je répète ma question. En théorie des ensembles, si je prends deux ensembles qui contiennent les mêmes noms, les mêmes chiffres, par exemple 1, 2, 3, l'ensemble A, 1, 2, 3, qui contient les chiffres 1, 2, 3, et l'ensemble B, qui contient les chiffres 2, 3, 1. Est-ce que ce sont deux ensembles identiques ou différents? Identique. Identique. Je connais les Le même Différent. ensemble. Identique, monsieur. Différent. Identique. Identique. Dans la théorie des ensembles, donc je répète, dans la théorie des ensembles, l'ensemble 1, 2, je parle très bien des ensembles. Hein? L'ensemble 1, 2, ou l'ensemble 2, 1, c'est les mêmes ensembles dans la théorie des ensembles. L'ensemble A, B, je sais les lettres, mais je sais dans des mots, je sais dans des ensembles. L'ensemble D, elle fait les deux lettres, ou l'ensemble 1, elle fait les deux lettres AB. Un deuxième ensemble, elle fait les lettres BA. Ce sont deux ensembles identiques. En théorie des ensembles, l'ordre des éléments dans un ensemble, elle n'est pas importante. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc ici, il faut retenir ces deux choses. Un exemple typique des dispositions ordonnées, c'est les mots. Un exemple typique de disposition non ordonnée, c'est les ensembles. Est-ce que c'est clair? D'accord? Alors, donc, maintenant, on regarde la notion de répétition et sans répétition. Hein? Alors, ça veut dire quoi? Avec ou sans répétition, c'est tout simplement lorsque une disposition est sans répétition, ça veut dire qu'un élément, il apparaît au plus une seule fois. Alors qu'avec répétition, l'élément peut être dupliqué, c'est-à-dire peut apparaître plus qu'une seule fois. Par exemple, si je prends l'ensemble 1, 1, 2, 3, c'est une disposition avec répétition. Pourquoi? Car l'élément 1 a été dupliqué deux fois. Alors que l'ensemble 1, 3, 4, c'est un ensemble, voilà, c'est une disposition sans répétition, puisque chaque élément, la fréquence de chaque élément est une seule fois. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Ouais, c'est bien. Alors ici, j'ai donné quelques exemples de dispositions, ordonnées ou non. Alors, allez de la définition de la disposition. Tout simplement, en analyse combinatoire, notre objectif, voilà, l'objectif des formules qu'on va voir en analyse combinatoire, c'est de compter, voilà, de dénombrer, c'est la même chose, le nombre de dispositions que je peux former à partir d'un ensemble fini d'éléments. Par exemple, on a un exemple, on notre fait détail, une classe de 5 personnes, A, B, C, D, E. On dit combien de binômes je peux former à partir de ces 5 personnes? Combien de binômes je peux former
à partir de ces 5 personnes. عندي une classe فيها 5 personnes. نحب نعرف قداش من بينوم نجم نعمل. قداش نجم نمشي من بينوم. بينوم معناتها un sous-ensemble de 2 personnes. علاش معناتها بينوم؟ Deux binômes. 10. اسكو فما برشا نجم نعمل A مع البي. نجم نعمل 5 مع السي. نجم نعمل A مع الدي. الA مع الE. نجم نعمل B مع السي. نجم نعمل B مع الدي. نجم نعمل B مع الدي مع الE. etc. شفت ما فماش. Il y a plusieurs dispositions de 2 personnes que je peux former à partir d'un ensemble de départ de 5 personnes. Donc, l'analyse combinatoire, l'objectif de l'analyse combinatoire, c'est qu'elle nous offre des outils, c'est des formules, qui ont pour objectif de compter ou de dénombrer le nombre de dispositions, ordonnées ou non, sans répétition, que je peux former à partir d'un ensemble de départ, puis un ensemble fini d'éléments. 5 personnes dans une classe, donc les 5 personnes dans une classe, avec l'ensemble fini d'éléments de départ. Je peux faire. Nous allons voir que la formule de la combinaison, rien qui va nous répondre à cette question. C'est simple l'analyse combinatoire. Combien de binômes, combien de 2 personnes je peux former à partir de 5 personnes? Je peux facilement. نعمل A مع ال B, ال A مع C, ال A مع D, A مع ال E. نجم نعمل ال B, ال B مع C, ال B مع D, ال B مع ال E. نجم نعمل C مع D و C مع ال E. ونجم نعمل D مع ال E. أنا حسبتهم الكل. Je peux mettre un bout de papier devant moi avec un stylo et je mets les 5 personnes A, B, C, D. ونجم نكمبس وحدي ونخرجهم. هذاك si l'ensemble de départ نتاعي فيه 5 personnes. mais qui يبدا عندك l'ensemble de départ نتاعك فيه 30 ولا حتى 20 personnes, ونقول لك combien مش de binôme, combien de sous-ensembles de 3 personnes que je peux former à partir d'un ensemble de 20 personnes. وقتها لا عاد ينفع لا ورقه لا ستيلو. وقتها les formules d'analyse combinatoire sont nécessaires pour compter le nombre de dispositions que je peux former. Est-ce que c'est clair? L'objectif, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, c'est clair. Excellent. Alors, dans le cadre de ce cours, je vais mettre... Bon. Dans le cadre de ce cours, on va se limiter uniquement aux dispositions sans répétition. Pour ne pas compliquer les choses, tout ce qui est avec répétition, les formules, je forme juste sans répétition. Donc, chaque élément dans une disposition, il ne paraît qu'une seule fois. D'accord? Alors, avant de voir... résultat تاع شنو؟ تاع 5 lettres 10. لا اللي فوقه تاع الا والبي. الا والبي هما عندي donc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Il y a 10 il y en a 10 dispositions وسميتهم من واحده بالواحده. Donc علاش عندنا 10 est-ce que ces dispositions voilà c'est une bonne واحد. J'aurais une question pour vous. À l'échelle, j'ai considéré la disposition AB et je n'ai pas considéré la disposition BA. Parce que c'est la même chose. C'est le même groupe. La question. Considérons l'ensemble F. Je fais l'ensemble F. Puis les 5 lettres A, B, C, D, E. Si on vous demande de déterminer le nombre de sous-ensembles. D'accord, le nombre de mots de 2 lettres. Qu'approche le nombre de mots de 2 lettres. Il faut considérer le mot AB et le mot BA. J'ai bien précisé le nombre de sous-ensembles. Ou dans un sous-ensemble, l'ordre des éléments, que ce soit des lettres ou des chiffres, dans un ensemble, l'ordre des éléments n'est pas important.
que ce soit dans cet ensemble, il y a des lettres ou il y a des chiffres, peu importe. Donc, je répète, l'ordre des éléments dans un sous-ensemble n'est pas important. J'ai considéré uniquement l'ensemble AB. L'ensemble AB ou BA, c'est le même ensemble. L'ensemble AC ou CA, c'est la même chose. Il y a une belle question. On vous demande de déterminer le nombre de mots de 2 lettres. Il faut considérer le mot AB et le mot BA. Il faut considérer le mot AC et le mot CA, etc. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. C'est bon? Oui. Alors, je continue. Alors, avant de voir les différentes formules, de toute façon, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2, même la troisième, c'est un cas particulier de la deuxième. Alors, avant de voir ces différentes formules de l'analyse combinatoire, il y a ce qu'on appelle 2 principes fondamentaux de l'analyse combinatoire qui méritent d'être vus avant de voir les formules. Alors, donc, il est important de distinguer entre ces 2 principes fondamentaux. Alors, le premier principe, c'est ce qu'on appelle le principe de multiplication. Et en fait, c'est le et le ou. En analyse combinatoire, le et, elle est traduite par une multiplication et le ou, elle est traduite par une addition. C'est comme les 2 principes, mais ils sont présentés d'une façon plus ou moins mathématique ici. Alors, si je prends le principe de multiplication, alors si une opération A, je peux la faire de m façons différentes. Et une fois que l'opération A est terminée, je dois effectuer une deuxième opération de n façons différentes. Alors, les 2 opérations successives, les 2 opérations successives, les 2 opérations, je dois les faire une après l'autre. Je n'ai pas le choix ici. Je dois les faire les 2, mais une après l'autre. Alors, les 2 opérations successives peuvent être effectuées de combien de façons? De m fois n façons. C'est ce qu'on appelle le principe de multiplication. Alors maintenant, c'est le principe d'addition. Alors, si j'ai 2 opérations qui sont incompatibles, on a vu incompatible, ça veut dire quoi tout à l'heure? Incompatible, ça veut dire que je ne peux pas les réaliser en même temps. S'il y a m façons de réaliser le A et n façons de réaliser le B, alors il y aura m plus n façons de réaliser l'une ou l'autre. Ici, ce n'est pas les 2 opérations en même temps. Non, l'une ou l'autre de ces 2 opérations. Est-ce que c'est clair? On va voir des exemples sur ça. Oui. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez activer vos micros juste pour me dire que c'est bon? Attends, j'entends pas des réactions. Oui, 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 oui. Ouais, c'est là. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je suis calme. Qui fait? Non, non. Non, c'est Pour bon. moi, c'est clair jusqu'à maintenant. Ok, excellent. Alors, prenons un exemple. Dans une entreprise, il y a 2 postes différents qui doivent être comblés. Alors, donc, il y a 2 postes que je dois les combler. Est-ce que j'ai le choix ici de combler le premier poste, même si je ne trouve pas, je trouve pas d'un candidat intéressant, je peux laisser le deuxième poste? Non. Il m'a dit que les 2 postes doivent être comblés. Donc ici, je n'ai pas le choix. Les 2 postes, je dois trouver 2 candidats pour les 2 postes. Alors, pour cette opération, il y a 5 personnes qui ont posé leur candidature. Alors, la question qui se pose maintenant, de combien de façons différentes peut-on attribuer ces 2 postes P1 et P2? J'appelle le premier poste P1, le deuxième poste P2. On suppose ici, bien sûr, une personne, bien que dans certains cas, on peut le faire. On suppose ici qu'une personne ne peut occuper qu'un seul poste. C'est une hypothèse ici. Alors, regardez ici comment je vais appliquer le premier principe. Le premier principe, c'est le principe de multiplication.
À la khat, l'opération A, c'est combler le poste P1. L'opération B, c'est combler le poste P2. Est-ce que j'ai le choix de combler l'opération A ou B? Non, je dois combler les deux postes. Donc, je dois effectuer les deux opérations. Alors, je répète, j'appelle l'opération A combler le premier poste. Et une fois que j'ai comblé le premier poste, l'opération B est combler le deuxième poste. Alors, pour combler le premier poste, j'ai combien de choix? Puisqu'il y a 5 personnes qui ont posé leur candidature. 5 choix. 5 choix. Donc, le M, hein, le nombre de façons que je peux combler le premier poste, c'est 5. Donc, M égale à 5 ici. Alors, maintenant, une fois que l'opération est terminée, une fois que le premier poste est comblé, parmi les 5 candidats, ça y est, il y a un candidat qui est déjà casé. Ça y est, c'est le poste 1. Maintenant, une fois que l'opération A est terminée, une fois que le poste 1 est comblé, il me reste combien de choix pour combler le deuxième poste? 4. 4. Puisque je suis obligé de combler les deux postes, donc j'aurai 5 fois 4. Alors, il faut combler le poste 1 et le poste 2. Et j'ai dit tout à l'heure, le et en analyse combinatoire, c'est une multiplication. Même en probabilité, tout à l'heure, lorsqu'on va voir en probabilité, le et, elle est traduite par une multiplication, le ou, hein, elle est traduite par une addition. Avec Alèche, il y a ici 5 fois 4 façons différentes pour combler ces deux postes P1 et P2. Maintenant, après, regardons le deuxième exemple. Alors, de combien de façons peut-on partager 3 volumes? Donc, j'ai 3 volumes, hein, V1, V2, V3, qui sont différents entre 2 enfants. Hein, les 2 enfants, E1 et E2. Si on en doit attribuer au moins 1 à chacun d'eux. Les 3 volumes à un enfant ou les blèches. Là, on dit le choix ici. Soit un volume pour l'enfant E1, ou les 2 autres volumes pour l'enfant E2. Vous reconnaissez? Voilà, nati 2 volumes pour l'enfant E1, ou nati un seul volume pour l'enfant E2. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ouais. Est-ce que l'opération Lula soit donner un volume à l'enfant E1 et 2 volumes à l'enfant E2, elle examine l'opération A. On s'appelle l'opération F, il y a 2 volumes pour l'enfant E1 et un autre volume et le troisième volume à l'enfant E2. L'opération B. Est-ce que ces 2 opérations, je peux les réaliser en même temps? Non. 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 Donc, ce sont 2 opérations incompatibles. Soit l'une ou l'autre. Hein, je ne peux pas le faire les 2 en même temps. Hein? Donc, ici, c'est le principe d'addition, hein, qui va être appliqué. Mais le problème, il est où ici? Hein? C'est dans l'opération A, il n'y a pas une seule configuration possible. Je m'en ai à donner un volume à l'enfant E1 et 2 volumes à l'enfant E2. Est-ce qu'il y a une seule possibilité? Là, il n'y a pas une seule possibilité juste pour l'opération A. Manetta, pour traduire, voilà, pour exprimer l'opération A, je peux la faire de combien de façons différentes? 3. De 3 façons différentes. Soit je donne le volume V1, hein, à l'enfant E1 et le volume V2, V3 à l'enfant E2. Voilà, l'enfant E1 n'a-t-il le deuxième volume ou n'a-t-il le premier et le troisième à l'enfant E2? Voilà, l'enfant E1 n'a-t-il le troisième volume ou l'enfant E2 n'a-t-il le volume V1 et V2? Donc, l'opération A peut être effectuée de 3 manières différentes. Ou, on a A ou B. Je vais un plus. Donc, l'opération A, je peux l'effectuer de 3 façons différentes. Ou, l'opération B, de la même façon, je peux la faire de 3 façons différentes. Donc, l'une ou l'autre de 2 opérations, c'est M plus N. Ici, cas particulier, M et N, les 2 sont égales à 3. Donc, il y a 6 possibilités de partage possibles. Voici un exemple d'application du principe, hein, d'addition. Alors, maintenant, regardons la première formule. Hein. Chine, elle fait les principes fondamentaux de l'analyse combinatoire. Je fais 2 principes qui sont simples. Hein.
Le premier, c'est le principe de multiplication, l'autre, principe d'addition. Maintenant, on va rentrer directement dans les formules d'analyse combinatoire. Alors, je vais commencer par la formule, ce qu'on appelle arrangement sans répétition. Sur l'arrangement sans répétition. Alors, je vais expliquer tout à l'heure l'idée intuitive. La définition en termes. Donc, je prends un ensemble fondamental oméga qui contient n éléments distincts. Je m'appelle n éléments distincts. Ma femme a éléments qui se répètent. D'accord? Tous les éléments sont différents les uns aux autres. Avec ce matin, n éléments distincts. Alors, on appelle arrangement sans répétition une disposition ordonnée de R éléments choisie parmi les n éléments de n. Bien sûr, ici, on suppose que les dispositions où la cardinalité, on tient pour la cardinalité, tu as un ensemble et le nombre d'éléments dans cet ensemble. D'accord? La cardinalité de la disposition égale à R. Donc ici, je suppose que le R est inférieur à la cardinalité de l'ensemble oméga, au plus grand. Alors, le nombre de dispositions ordonnées de dimension R que je peux former à partir d'un ensemble de départ, oméga de dimension n, est donné par la formule suivante. Tout d'abord, l'arrangement, je le note par une lettre majuscule A. Le n, je le mets en bas. C'est la cardinalité de oméga. Ça veut dire le nombre d'éléments dans l'ensemble fondamental. Et le R, c'est la dimension de la disposition ordonnée que je veux former. Si je veux former des lettres, bon, les lettres, ce sont des dispositions ordonnées. Si je veux former des lettres de deux mots, alors R ici est égal à 2. Si je veux former des mots de deux lettres, alors R est égal à 2. Si je veux former des mots de 4 lettres, le R est égal à 4, etc. D'accord? Alors, cette formule, elle nous donne quoi? Elle nous donne le nombre de dispositions ordonnées de dimension R, ou de cardinalité R, que je peux former à partir d'un ensemble de départ plus grand de dimension n. Si ARN, il y a n factoriel sur n moins R factoriel. Vous pouvez ne pas regarder la première partie. Hein? La première partie, le graphique, il y a c'est mathématiquement, on peut montrer que ça, c'est égal à ça. Et on va le voir tout à l'heure, s'il nous reste un peu de temps. Ben, alors, bien sûr, ici, n factoriel, c'est le produit des n premiers, hein, nombre n premiers entiers positifs. Ben, alors, si l'idée intuitive, comme je t'ai les formules comme ça, alors, l'idée intuitive derrière l'arrangement, c'est quoi? C'est comme on a R case. R case. Et vous devez ranger n objets, sachant que le n est plus grand que R. Maintenant, le nombre d'objets est beaucoup plus grand que le nombre de cases. On vous demande de ranger ces n objets dans les R cases. On vous demande de faire quoi? De déterminer le nombre de façons de ranger ces n objets dans les R cases. Alors, regardez maintenant. Alors, pour remplir la première case ici, il y a combien de possibilités? J'ai n objets à ranger. Il y a n possibilités. Donc, j'aurai n possibilités. Est-ce que tout le monde est d'accord ici? Oui. Oui. C'est bon? Ouais. C'est bon. OK. Une fois que la première case est remplie, d'accord? Donc, il y a une possibilité qui est retirée. Oui. Donc, pour remplir la deuxième case, il nous reste combien de possibilités? N. N-1. La troisième case, c'est N-2. La Rème case, c'est N moins R plus 1. Regardez ici, case 3, c'est moins R plus 1. Moins 3 plus 1. Qui n'a moins 3 plus 1, je tire. Tire moins 2. Sauf que moins 2,
Le moins 2 c'est moins 3, c'est casse 3, plus 1. Donc, il te dit R, c'est moins R plus 1. Regardez 2, il faut moins 2, moins R plus 1. Moins 2 plus 1, si je dis, c'est moins 1. Moins 1. Donc, à la Rème case, il me reste combien? N moins R plus 1 possibilités. N fois N moins 1 fois N moins 2, fois N moins R plus 1, je retrouve la première partie de la formule. نقول قايل منين جات الفورمول هذيا هي tout simplement كما قلت لكم عمليه تجميليه في المات اللي بعد هذيا سي ان موان ار وهكا ولا كل مره شنو نعمل انا كل مره نقص موان 1 je fais quoi ici je fais n moins r fois divisé par n moins r. Bon, c'est pas très important, mais juste pour vous montrer que ça c'est égal à ça. Donc, on vient de voir ici, à travers ce graphique, c'est quoi l'idée intuitive de l'arrangement. Est-ce que c'est clair ici? Ouais. Ouais, merci. Oui. Est-ce un exemple de l'arrangement? Alors, considérons l'ensemble oméga, puis 4 lettres ici. Donc ici, le N, c'est la dimension ou la cardinalité de l'ensemble de départ, oméga. Donc le N égale à 4. On veut déterminer le nombre de quoi? De mots. Je prends le mot. Mots, ce sont des dispositions ordonnées. Ou ils prennent la disposition ordonnée, c'est un arrangement. Comme je trouve deux formules, la permutation, c'est un cas particulier de l'arrangement. Comment il y a deux formules principales dans la liste combinatoire. Soit l'arrangement, soit je chauffe en bas, c'est la combinaison. C'est quoi la différence entre ces deux formules? Comment distinguer, ou comme exercice, comment distinguer, soit c'est un arrangement, soit c'est une combinaison. C'est très simple. Il y a un mot-clé, l'ordre. Dans l'exercice, est-ce que l'ordre des éléments dans les dispositions, est-ce qu'il est important ou il n'est pas important? S'il est important, alors il faut utiliser l'arrangement, la formule de l'arrangement. Si l'ordre des éléments dans une disposition n'est pas important, il faut utiliser l'autre formule qui est la combinaison, qu'on va voir tout à l'heure. On veut déterminer le nombre de mots de 2 lettres, donc le R est égal à 2, que je peux former à partir d'un ensemble de 4 lettres. Alors, ici, l'ensemble de départ, il est petit, je peux les compter avec mes doigts. Alors, je peux faire AB, AC, AD, BC, BD et CD. AB, AC, AD, BC, BD et CD. Puisque l'ordre est important, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais permuter chacune des 6 premiers résultats. Je vais les permuter. AB n'est pas la même chose que BA, car ici, c'est des mots. Donc, c'est des dispositions ordonnées. AC, ce n'est pas la même chose que CA. Donc, je dois le compter. AD, ce n'est pas la même chose que DA. Donc, à chaque fois, je permute les 6 premiers résultats. Donc, j'obtiens combien ici? Donc, 12. Au lieu de faire ça à la main, il y a une formule qui s'appelle l'arrangement qu'on vient de voir. Alors, A, R égale à 2, puisque je veux regarder les dispositions ou les mots de 2 lettres, donc ce sont des dispositions ordonnées, donc R égale à 2 et N égale à 4. Donc c'est 4 factoriels sur 4 moins 2 factoriels. Donc c'est 4 factoriels sur 2 factoriels. Donc j'ai 4 fois 3, fois 2 fois 1, fois 2 fois 1, je peux simplifier. J'aurai combien de résultats? C'est 12. Donc il m'a donné, en une simple application d'une formule, le nombre de dispositions ordonnées de 2 lettres que je peux faire à partir d'un ensemble de départ de 4 lettres. Est-ce que c'est clair? Monsieur, Oui. Alors, c'est Khaled. Prenons un deuxième exemple. Khaled, تسمع فيا؟ Alors, dans une compétition de patinage artistique, alors 3 médailles sont convoitées. Bien sûr, ici, on a des médailles de bronze, argent, bronze et
or, argent et bronze, hein, sont convoités par 12 candidates. Hein. Alors, de combien de façons peut-on attribuer ces médailles aux différents candidats? On suppose ici qu'on ne peut pas y avoir d'ex aequo. Hein. Deux personnes, par exemple, le niveau, deux personnes, etc. Alors, ici, c'est comme on a 3 cases. Ah, est-ce que l'ordre est important ici? C'est la première chose qu'il faut, c'est la première question qu'il faut se poser ici. Hein. Est-ce que l'ordre est important ici? Oui, c'est ordonné. Oui. Il n'est pas mentionné l'ordre. Donc, c'est pas important, je pense. Mais tu dois comprendre ça à partir de l'énoncé. Alors, je vais un peu vous donner quelques éléments. Nerf Kassasani, par exemple. Hein? C'est des candidates. Alors, on va prendre Salha ou Salouha ou Saliha. Hein? Alors, je vais garder l'ordre or, argent et bronze. Alors, il faut Salha or, Salouha argent ou Saliha bronze. Ou alors, il faut Saliha or ou Salouha argent ou Saliha bronze. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ce sont deux résultats identiques? Non, moi je kiffe. Tout à fait différent. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, mais a priori, vous nous entendez pas. ما كناش نسمعوا فيه تو رجع. ما كناش نسمع تو رجع. Parfait, ça va? ما كناش توا. Ah, ok. Alors, je reprends. Alors, c'est juste, je vais juste continuer, juste l'analyse combinatoire, hein, et on va arrêter pour aujourd'hui, l'analyse combinatoire, arrêter aujourd'hui, et Inch'Allah, dimanche prochain, Inch'Allah, on va essayer de faire plus de séances synchrones qui m'ont hein, comment vous jugez le résultat? Est-ce que ça c'est le plus? Oui, monsieur. Oui, On monsieur. va essayer de faire même plus de séances synchrones. On va essayer de programmer plus de séances synchrones pour essayer de couvrir le maximum de cours hein, et d'exercices surtout. Hein. Donc, ça, aujourd'hui, on va essayer, un quart d'heure, on va essayer de terminer la liste combinatoire et on va arrêter. Inch'Allah, dimanche prochain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des emails. Donc, je réponds, je réagis rapidement sur les emails. Alors, continuons avec l'analyse combinatoire. Donc, on va voir la première formule. Alors, on a l'exemple 2, on s'est arrêté sur l'exemple 2. On a 3 médailles, or, argent et bronze, sont convoitées par 12 candidats. Hein. Donc, il y a combien de façons d'attribuer ces médailles aux différents candidats? On suppose ici qu'il n'y a pas d'ex aequo. Hein. Alors, donc, on ne pourra pas avoir 2 personnes au même rang. On ne peut pas y avoir d'ex aequo. La première question qu'il faut se poser, est-ce que l'ordre est important? Alors, on a 3 candidats ABC. Le A تاخذ l'or, le B تاخذ l'argent, ou C تاخذ le bronze. C'est ça, c'est un résultat. Maintenant, je vais utiliser les mêmes personnes, ABC, mais je vais le placer dans un ordre différent. Par exemple, B ياخذ l'or, ou le A تاخذ l'argent, ou le C تاخذ le bronze. Est-ce que ces deux résultats sont identiques? Non. Non. Sauf que le premier résultat, A ياخذ l'or, alors que le deuxième résultat, le même A, il va prendre de l'argent. Donc, il va être moins content. Donc, on a 2 résultats. Donc, on a les 3 personnes ABC,
le fait de les placer dans un ordre différent, on aura deux résultats différents. Et ça, c'est la définition exacte d'une disposition ordonnée. Donc ici, l'ordre est important. Et si l'ordre est important, alors c'est un arrangement. Alors, à chaque fois, je dois choisir 3 candidats qui vont avoir les 3 médailles. Et j'ai en tout 12 candidates. Donc, c'est un arrangement de 3 candidates parmi les 12 candidates. Donc, c'est 12 factoriels sur 12 moins 3 factoriels. Donc, il y a 1320 façons différentes de placer les 12 candidates sur ces 3 types de médailles. Est-ce que c'est clair? Oui. Toujours la question qu'il faut se poser, surtout lorsqu'on va voir la combinaison tout à l'heure. Alors, surtout une seule formule, donc pas de confusion kbira. Même pas, quand tu dis la formule, la deuxième formule et la combinaison, donc vous aurez toujours une confusion entre est-ce que c'est un arrangement ou est-ce une combinaison. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le mot-clé, c'est l'ordre. Si l'ordre dans les dispositions que vous allez former, si l'ordre est important, alors c'est un arrangement. Si l'ordre n'est pas important dans les dispositions que vous allez former, alors là, c'est une combinaison. D'accord? Alors, bon, ça ne sert à rien de terminer avec le troisième exemple, donc vous pouvez le dire, mais c'est exactement la même chose. Donc ici, je parle des lettres des mots de 5 lettres que je peux former à partir des lettres d'alphabet, donc les 26 lettres. Donc, on peut ici les calculer facilement. Alors, permutation. Alors, la permutation, c'est une chose très simple ici, la permutation. C'est un ordre particulier lorsque le R égale le N. D'ailleurs, regardez ici, c'est A-N-N. Il y a quelqu'un A-R-N. Le R égale le N. C'est une PN, c'est une permutation. Et lorsque je remplace, d'ailleurs ici, je reviens dans la formule de l'arrangement. Regardez ici. Le R égale à N. 0 factoriel. Ou 0 factoriel est égal à combien par convention? Égal à 1. En cours de maths, le 0 factoriel par convention est égal à 1. Donc, il y aura le n factoriel. Donc, la permutation, mais je formule c'est un arrangement très particulier. Je m'en ai très particulier. Là, je les cases ou les possibilités ou les objets. Le nombre de cases égale le nombre d'objets. L'arrangement en général, le nombre de cases est plus petit que le nombre d'objets arrangés. Le nombre de cases est égal à R ou le nombre d'objets égal à N. Et on sait que N est plus grand que R. L'un, la permutation, aussi est une permutation, c'est un arrangement lorsque le R est égal à N. L'un, c'est très simple. Avec N objets ou avec N cases. Le nombre d'objets est égal au nombre de cases. Il faut combien de façons peut-on ranger les N objets dans les N cases? Alors, pour remplir la première case ici, j'aurai N objets. Pour remplir la deuxième case, j'aurai N-1 possibilité. La troisième, N-2, jusqu'à la N-ième. Je suis une seule possibilité, la dernière possibilité, puisque le nombre d'objets égale le nombre de cases. Donc, j'aurai N fois N-1 fois N-2 fois N-3 fois jusqu'à fois 1. C'est N, c'est la définition même de N factoriel. Elle est qui me jette le N factoriel. Est-ce que c'est clair? C'est bon. Excellent. Alors, donc ici, je vous laisse le soin de regarder l'exemple 1 et 2. L'exemple 1. Je vous laisse le soin de regarder l'exemple 2. Une application à la permutation. Alors, il y a combien de façons de ranger 3 livres différents, L1, L2, L3, sur une étagère de bibliothèque? Donc, avec 3 livres différents, il y a combien de façons de les ranger sur une étagère de bibliothèque? Alors, là, je me livre 1, livre 2, livre 3. L'étagère fait 3 cases. On suppose que l'étagère fait 3 cases. Quand on 3 cases, il y a combien de façons? C'est comme des cases fictives, des cases plutôt fictives, dans les 3 livres différents.
يسمونه Pardon, est-ce qu'il y a des questions? زوز الثالث زوز خمسة عملي فيه يعني ما يكفيش شو كيما الاخر عباره عن 3 كونديدا كل 3 ميداي 3 فاكتوريال. 3 candidats, exactement, c'est la même chose. Oui, c'est exactement la même chose. Lorsque le R est égal à le N, le nombre d'objets arrangés est égal au nombre de cas. C'est ça le principe d'une permutation. D'accord? Avec allez, je ne veux pas m'attarder là-dessus. C'est un cas particulier de l'arrangement. Ben, alors, nous qui directement le combinaison. Qu'est-ce que vous combinaison? C'est la confusion entre la combinaison ou l'arrangement. Et c'est ça le problème, généralement, à l'ici. Alors, donc c'est la définition d'une combinaison. Alors, soit un ensemble de départ qui contient n éléments distincts, toujours on suppose que les éléments de l'ensemble fondamental sont distincts. Alors, on appelle combinaison sans répétition une disposition non ordonnée. Voilà. Bekri, on appelle arrangement sans répétition une disposition ordonnée de R éléments. Tawa, on appelle une disposition, une combinaison sans répétition, c'est une disposition non ordonnée. Donc, le mot-clé qui fait la distinction entre l'arrangement et la combinaison, c'est l'ordre. Si l'ordre est important dans les dispositions, alors il faut utiliser un arrangement. Si l'ordre n'est pas important dans les dispositions, alors il faut utiliser la formule de la combinaison qu'on vient de voir tout de suite. On va voir tout de suite. Alors, on appelle combinaison sans répétition une disposition non ordonnée de R éléments distincts choisis parmi les N éléments de oméga. Bien sûr, ici, le R, toujours, est inférieur ou égal à N. Alors, le nombre de dispositions, voilà, le nombre de combinaisons de dimension R que je peux former à partir d'un ensemble de départ de dimension N est donné par la formule suivante. C'est N factoriel sur R factoriel, N moins R factoriel. Il y a le lien entre l'arrangement ou la combinaison. Alors, que tu vois la partie de la formule, N factoriel sur N moins R factoriel, et c'est quoi? Et c'est AR N. Donc, une combinaison, c'est quoi? C'est un arrangement divisé par le R factoriel. Je vais laisser la formule parler d'elle-même. Je divise par R factoriel. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que je prends les dispositions ordonnées d'un arrangement et je divise par R factoriel. Pour éliminer quoi ici? Pour éliminer la notion d'ordre dans les dispositions ordonnées de l'arrangement. Lorsque je divise par R factoriel, c'est comme j'élimine l'ordre ou le concept de l'ordre dans les dispositions. Et c'est ça la relation entre une combinaison et un arrangement. Ben, alors, l'idée intuitive, toujours, je donne une idée intuitive derrière les formules. Alors, pour trouver le nombre de combinaisons dans un ensemble de départ, elle fait n éléments. Il suffit de trouver, les sous-ensembles sont des dispositions non ordonnées. Alors, l'idée de départ, c'est quoi? Ta combinaison, la formule de la combinaison, c'est tout simplement, j'ai un ensemble de départ fait n éléments. Il y a combien de sous-ensembles de cardinalité R, voilà, de dimension R, que je peux former à partir d'un ensemble de départ de dimension n. Le nombre de ce sous-ensemble est donné par la formule de la combinaison. Allez, je vais te donner la notion de les sous-ensembles, à la khatr, l'ordre des éléments dans les sous-ensembles n'est pas important. Alors, prenons des exemples. Un exemple simple. L'exemple 1. Alors, je considère un ensemble oméga, les filles, les 4 lettres. Tawa, on ne va pas s'intéresser au nombre de mots. On va s'intéresser au nombre de sous-ensembles. Donc, ici, il s'agit de dispositions non ordonnées, de 2 lettres que je peux construire à partir des 4 lettres de oméga. Alors, quand je mets 2 lettres ici, quand je mets sous-ensemble de lettres, je peux faire l'ensemble AB, l'ensemble AC, l'ensemble AD, l'ensemble BC, l'ensemble BD et l'ensemble CD. Voici
les six ensembles, ou le sous-ensemble de dimension 2 que je peux former à partir d'un ensemble de départ de dimension 4. Alors, pour trouver les six ensembles, le nombre de sous-ensembles de dimension 2 que je peux former à partir d'un ensemble de départ de dimension 4, il suffit d'appliquer la formule de la combinaison. Donc, c'est 4 factoriels sur 2 factoriels sur R factoriel, N moins R factoriel. Si vous appliquez cette formule, vous allez trouver c'est égal à 6. Alors que tout à l'heure, avec le même ensemble, regardez ici, avec le même ensemble des 4 lettres, lorsqu'on s'intéressait au nombre de mots, combien on a trouvé de 2 lettres? On a trouvé 12. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Alors que maintenant, lorsqu'on s'intéresse au sous-ensemble de lettres, on a trouvé 6. Alors, 6, c'est quoi? C'est 12 sur 2. Pourquoi sur 2? On élimine la partie qui tient compte de l'ordre, car ici, dans les mots, on ne tient pas compte uniquement de AB, mais on tient compte de AB et BA, de AC et CA. Donc, si je divise ça par 2, j'ai trouvé uniquement 6 au lieu de 12, car ici, on s'intéresse à l'ordre, alors que dans les sous-ensembles ici, on ne s'intéresse pas à l'ordre. Le AB ou le BA, c'est la même chose, c'est le même sous-ensemble. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. On va terminer avec le deuxième exemple. On va arrêter ici. Alors, dans une université, d'ailleurs, je crois qu'il y a un exercice au niveau du TD1, je crois, qui est proche de ça. Alors, dans une université, il y a 5 économistes et 6 sociologues. D'accord? On doit former un comité composé de 3 économistes et 3 sociologues. Donc ici, juste un comité. Alors, combien de comités différents peut-on former si tous peuvent y participer? Les 5 économistes et 6 sociologues, ils peuvent participer. Alors, le comité, je fais. Le comité fait 3 économistes et 3 sociologues. D'accord. Est-ce que l'ordre est important ici dans ce comité? Est-ce que l'ordre est important? Non. Le comité fait 7 مناس. تنقول علي وصالح وصالح ولا صالح وعلي وصالح هما 3 économistes. Est-ce que c'est le même comité ou là? Oui. Vous voyez ici, l'ordre n'est pas important. Par contre, il a fait le comité n'a des fonctions. On dit هذاك président, هذاك راه trésorier. وهذاك ما نعرفش حاجه اخرى نعطيهم دي فونكسيون وقتها شي يولي l'ordre est important. Donc il faut faire très attention. Alors, les termes sont très importants ici. Hein. Ici, dans ce comité, il n'y a pas de fonction. Tout le monde sont égal. Tout le monde est égaux ici. Hein. Une responsabilité plus que l'autre. Hein. Tous ce sont des membres d'un comité. Les ce comité, on a des fonctions, on a des président, vice-président, trésorier, ménage comptable, etc. L'ordre, il devient important. Sauf qu'ici, je n'ai pas donné de fonction, donc il s'agit d'un comité sans fonction, donc l'ordre n'est pas important. Donc, tout le monde peut y participer. Donc, je vais faire quoi ici? Puisque dans le comité, on doit choisir 3 économistes parmi les 5 économistes, donc je choisis 3 économistes parmi les 5 économistes. Et, sauf que à chaque fois, c'est le principe de multiplication. Dans le comité, il faut 6 personnes. Il faut 3 économistes et 3 sociologues. Mais on dit 3 économistes, donc ici, j'ai 2 opérations qui sont obligatoires. Je dois combler les 3 économistes et combler les 3 sociologues. Donc, puisqu'il y a un « et », donc c'est un fois entre les deux. Regardez ici. Avec allez, j'ai utilisé fois ici. Est-ce que c'est clair? Et je dois compléter mon comité, puisque il y a 3 économistes parmi les 5 économistes qui sont disponibles. Et une fois que j'ai choisi les 3 économistes, je dois choisir les 3 sociologues qui doivent être dans le comité ici. Parmi combien de sociologues en tout? J'en ai 6. Donc, en tout, j'aurai 200 façons de
former ce comité. Est-ce que c'est clair? La première question A. Oui. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Bon? C'est bon. Oui, excellent. Alors. Alors, on va terminer avec la question B et C. Alors, il y a un économiste qui s'est désisté. Il ne peut plus participer à ce comité. Je peux te dire. Donc, je dois choisir 3 économistes. Toujours dans le comité, il faut 3 économistes et 3 sociologues. Puisqu'il y a un économiste qui s'est désisté. Je peux te dire. Donc, je dois choisir 3 économistes parmi les 4 économistes qui restent. Et je dois compléter le comité par 3 sociologues parmi les 6 sociologues qui sont disponibles, sont encore disponibles. C'est bon? Alors, dernière question. 2 sociologues doivent absolument faire partie de ce comité. ايش معناتها؟ بلغتنا احنا عندهم الكتاف. ايش معناتها؟ معناتها ils sont déjà dans le comité. معناتها انا ما عنديش حق الاختيار فيهم. معناتها راه موجود في الكوميتي هذوك. Les 2 sociologues هذوك راه موجودين. ايش معناتها ici? Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire عطينا بوسيبيليتي واحدة معناها. يعطيك الصحة. مش نختار. شوف هم قال لك 2 sociologues. Un seul sociologue parmi combien? Parmi les 4 sociologues qui restent. Est-ce que c'est clair? Ça y est, déjà tous dans le comité. Donc, je vais 4. Je vais un seul sociologue parmi les 4 qui restent. Et bien sûr, 3 économistes. 5 économistes. Est-ce que c'est clair? Absolument. Merci. الحاجة اللي نحبكم تشدوها في l'analyse combinatoire هي 2 choses. Le principe d'addition et le principe de multiplication. L'addition, c'est le ou, la multiplication, c'est le et la combinaison et l'arrangement. Alors, l'arrangement, lorsque l'ordre est important, la combinaison, lorsque l'ordre n'est pas important. D'accord? Alors, donc, on va arrêter ici. Donc, la prochaine fois, donc, je vais essayer, Inch'Allah, dimanche, ou dimanche prochain. Je vais essayer, on va faire une séance synchrone. Donc, c'est bon, vous me dites que tout m'a fait, c'est bon. Malheureusement, je n'ai pas de tablette graphique pour écrire. J'aurais bien voulu écrire en même temps, mais avec la solution, ce sera un peu difficile. Il faut vraiment une tablette graphique. Ou la يمات هذه ما فهمتش معناتها كلهم hors stock اللي موجودين الكل فهمتني j'ai pas trouvé vraiment de quelque chose اللي هو معناتها ينجم qualité prix باهي فهمتني bon est-ce que ça va استنفعتوا هكا c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur, Oui, c'est bien, monsieur. c'est très important. Oui, monsieur. Oui, merci.